Hey, salut, 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 salut. Comment ça va? Comment allez-vous, les amis? Comment ça va en ce mardi 21 juin 2022? Il est 13h57, live de l'après-midi. Parce que ce matin, j'étais pas dispo. Et ce sera pareil pour jeudi. Du coup, ça permet de changer un peu les habitudes pour certains. Certains sont avec nous pour la première fois parce que le matin, ils peuvent pas. Donc, bah, ça fait plaisir. Premier live en direct pour Léo Caddy. Bah voilà, merci à toi, Léo Caddy. Léo Caddy, elle commande très souvent d'ailleurs les vidéos sur YouTube, les vlogs. Donc, bah, ça fait plaisir de voir des petits nouveaux sur le direct, quoi. Hein, donc salut à Léo Caddy, à Letty44, voilà, à tous ceux qui n'ont pas l'habitude d'être avec nous et le matin, voilà. Et salut à tous ceux qui ont l'habitude d'être là le matin, l'après-midi, le soir, un peu tout le temps, quoi. Voilà, ça fait plaisir. Alors, qui c'est qui est là? Lolita, salut Lolita, Maë, Caro, elle est là, Caro, Aksubu, comment ça va? Curly, elle est là, et salut Caro, et salut Célia, et Laura aussi est là. Bah voilà, ça fait plaisir. Bibiz59, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Bibiz59 si je dis pas de bêtises. Moi ça va bien, merci Lolita, merci beaucoup. Donc ce matin j'étais pas dispo, et donc ça sera pareil pour jeudi matin, voilà, retenez ça. Donc jeudi on sera ensemble aussi à 14h. Alors jeudi je peux vous donner déjà le thème, on va parler bien évidemment un petit peu de politique et on va analyser un peu ce qui s'est passé avec les 89 députés du Rassemblement national, les 133 de la NUPES, de Mélenchon qui finalement sont déjà en train un petit peu de se farfouiller les méninges pour savoir comment ça va se passer cette assemblée. Macron qui n'a pas réussi son pari vraiment. Hein. Tout ça on en parlera jeudi, mais on ne parlera pas que de politique jeudi. J'ai d'autres sujets d'actualité que j'ai envie de traiter avec vous. Et ça sera jeudi, ok? Voilà, mais préparez-vous déjà, hein, faites vos petites fiches. Voilà, on parlera de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon, d'Emmanuel Macron, de la droite, qui finalement, bon, on n'est pas si mal sorti que ça. Je pensais que ça allait être plus la cata pour eux. Ils ont 75 ou à peu près députés là, ils s'en sont bien sortis. Mais on va en parler de tout ça. Et j'espère que vous serez là. Ce sera jeudi à 14h, hein, retenez bien ce jeudi-là. Et là aujourd'hui, mardi, donc 21 juin, Caro qui dit Jean Lassalle n'a pas pu se présenter aux législatives. Eh ben, tu me rediras ça jeudi, Caro. J'ai pas vu passer cette info. Je croyais qu'il n'avait pas envie de se présenter. On en reparlera, Caro, du coup, de Jeannot. Et aujourd'hui, on va parler argent. J'ai pas mal de petites questions, donc je vais essayer d'être efficace aujourd'hui, sachant que probablement qu'avant 15h30, les petits qui dorment là vont se réveiller, donc voilà, il faut que je sois efficace. Je vais répondre à des questions de Priscille, de Julia, de Stéphanie, de Marine. J'ai une autre question, j'avais pas noté le nom de l'abonné. Bon, on va voir si j'arrive à tout faire. Dans les grandes lignes, on va parler des expatriés français donc qui vivent à l'étranger. C'est quoi un peu la législation pour eux en termes d'assurance vie? Qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire ou pas? On va parler un petit peu d'impôts, à savoir est-ce que quand on fait des dons à des associations mais qu'on n'est pas imposable, est-ce que on a quand même droit à une réduction d'impôts? Est-ce que les impôts me remboursent automatiquement? Ça, c'est une question de Priscille. Il y a Marine, elle va avoir un enfant et elle pose la question assez standard, mais qui a le mérite d'être posée et qu'il faut se poser. Quoi faire pour mon bébé à venir niveau épargne? Qu'est-ce qu'il faut que j'ouvre pour lui? C'était Marine, rappelez-vous, qui nous disait qu'elle était même pas paxée, mais déjà propriétaire de la maison avec son chéri. Et on en avait un petit peu parlé de ça la semaine dernière. Je pense que Célia, tu t'en rappelleras. Et donc voilà, Marine, elle est pas paxée, pas mariée, propriétaire avec son mec d'une maison. Ils vont avoir un bébé. Donc on avait déjà un peu parlé de ça en disant que c'était peut-être pas le meilleur cheminement de vie possible, d'être propriétaire sans avoir aucun lien, ni de pax, ni de mariage, ni autre, mais on va en reparler. Et puis d'autres questions. Et puis ah oui,
Et il y a aussi une abonnée qui s'interroge parce que là, la bourse chute énormément et elle a de l'argent sur son assurance vie, dont une partie est bien évidemment investie en bourse, sur les fameuses unités de compte, et qu'elle voit que ça baisse, qu'elle perd de l'argent, quoi faire, etc., etc. Voilà. On va parler de tout ça. Et j'espère bien évidemment que vous allez réagir. Le chat est à vous. Merci Dadi. Dalière, merci à toi pour ton 10e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci. Salut Jus. Et le jeudi, ça sera même heure, 14h effectivement le live, plus ou moins, 13h50. Je lancerai à 13h50 et on attaquera là, comme là aujourd'hui. Ok, donc c'est parti, j'espère que ça va vous intéresser aujourd'hui, que vous allez apprendre des choses, et si vous n'apprenez absolument rien, parce que vous êtes trop fort, que vous connaissez tout, je compte quand même sur vous pour chatter et pour faire part de vos connaissances à l'ensemble de la population française qui nous regarde aujourd'hui en live et qui nous regardera ensuite en replay. Donc voilà, hein, la parole est à vous, n'hésitez pas. Alors, on va attaquer par une question au hasard. Pouf, mes yeux vont là-dessus. Assurance vie. J'ai essayé de chercher, mais impossible d'ouvrir une assurance vie pour moi. En vivant à l'étranger, je n'ai rien trouvé. Il n'y a pas d'équivalent aussi intéressant dans le pays où je vis. Alors, quoi faire lorsqu'on est un Français résident à l'étranger? On ouvre la fiche adaptée, elle est là, elle est ouverte, c'est bon. Alors, à savoir que vraiment déjà un expatrié français, est-ce qu'il y en a là dans le chat? Alors attendez, déjà j'ai fait un peu n'importe quoi parce que j'ai pas ouvert mon chat comme il fallait. Est-ce qu'il y en a? Alors je sais qu'il y a Domiyuki qui habite en Inde, mais elle est peut-être pas là. Caro aussi, elle a été expatriée, mais ça c'était avant. Maintenant elle est revenue en France parce qu'elle a bien compris que la France c'était un pays où quand même il fait mieux vivre. Non, je déconne. Mais ouais, est-ce qu'il y a des expats là ce matin? J'ai pas l'impression. Je connais pas vraiment la vie de tout le monde, mais quand il y a des expatriés, généralement, j'arrive à retenir. J'en profite vite fait pour dire à Mae1921, n'hésite pas à te réabonner, mon ami, parce que tu peux le faire. Tu peux le faire tous les mois pour nous soutenir. Et Célia Delaunay aussi, tu peux le faire, Célia, te resub. Tu resub, n'hésite pas à te resub. Tous les mois, ça fait plaisir. Et Nina White aussi. Nina White, tu as la petite couronne Amazon Prime. N'hésitez pas à vous réabonner. Je crois que si vous passez votre souris sur ma tête, à côté, juste ici, là où il y a ma main, vous allez avoir une petite couronne violette qui va apparaître. J'ai installé ça dernièrement. Vous avez juste à cliquer dessus. Dites-moi si je dis des bêtises, mais normalement, si vous passez votre souris là, il y a une espèce de petit, pas un pop-up, mais un petit widget qui apparaît. Et c'est le widget Amazon Prime Free Subscription, un truc comme ça. Et si vous cliquez dessus, normalement c'est très simple. Vous faites touc, il y a écrit Free Subscription avec mon Amazon Prime, tac tac tac. Et du coup, avec ce petit widget là, tu as juste à faire ça. Et normalement, tu peux le faire même depuis ton téléphone portable et ton PC. C'est beaucoup plus simple. Du coup, vous n'avez plus besoin de galérer à chercher, machin. Ça fonctionne, nous dit Caro. Merci beaucoup. Merci Mazarizi Naza. Ça fonctionne. Voilà. Donc là, il apparaît là, ça vous facilitera un petit peu la vie. Donc voilà, il y a Célia, il y a Nina, il y a Maë, voilà, vous pouvez vous réabonner, tous ceux qui ont Amazon Prime. Nous, ça nous soutient, ça nous donne un petit peu de sous. Donc Nina White, justement, elle est en Suisse. Caro, oui, tu as habité en Suède, toi, Caro, effectivement. Donc voilà, alors, déjà, quand on est expat, alors j'ai envie de vous dire que la vie d'expatrié, ça va vraiment, elle va différer selon le pays où tu habites, hein, tout simplement. Tu vas pas forcément avoir accès aux mêmes choses, entre guillemets, si tu es un expat qui vit en Inde ou un expat qui vit au Canada ou un expatrié qui vit en Europe, par exemple. Voilà, hein, si tu es un Français qui vit en Espagne, tu as, entre guillemets, un peu plus de facilité qu'un Français qui va vivre en Thaïlande. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est totalement logique. Voilà. Ensuite, si tu veux ouvrir une assurance vie et que tu habites dans un autre pays, sachez, c'est quelque chose que j'ai appris d'ailleurs là, hein, donc merci pour vos questions parce que j'apprends des choses aussi. Sachez qu'il y a un principe en France qui s'appelle la libre souscription. La libre souscription, c'est quoi? Ça veut dire que un Français
est libre de souscrire un contrat d'assurance vie français, qu'on soit expatrié, voilà, expatrié ou non résident en France, voilà, on a ce principe de libre souscription. Donc comme son nom l'indique, tu es libre de souscrire à un contrat d'assurance vie en France, même si tu ne vis pas en France. Néanmoins, c'est ça qui est magnifique dans le monde, il y a certains établissements financiers français qui vont refuser ou qui vont appliquer ou qui vont t'appliquer des restrictions en fonction de ton pays de résidence. Voilà, c'est pour ça que je pense, je redonne le même exemple, que si tu vis en Espagne, tu vas pouvoir ouvrir une assurance vie en France assez facilement. Mais à mon avis, si tu vis au Cambodge ou en Chine ou quel autre pays, je ne sais pas pourquoi je dis le Cambodge, mais le Cambodge, je pense que voilà, c'est pas le pire pays du monde, mais prenons la Chine par exemple, voilà, je pense qu'un Français qui vit en Chine va avoir peut-être un peu plus de difficultés. De même pour les États-Unis, voilà, hein, les Français qui vivent aux États-Unis ont beaucoup de difficultés à accéder à tous les avantages de la France. Il faut dire ce qui est. Voilà. Et ces restrictions vont aller en s'accroissant. Hein, ça risque pas de s'arrêter, ces restrictions, notamment à l'égard des gens qui vivent aux US. Voilà. Yeah. Merci Célia pour le réabonnement. Merci. Il y a Laura qui dit, oui, nous, on a pu faire des assurances vie pour nous et notre fille en vivant en Allemagne. Voilà. Voilà, effectivement, je pense que quand tu vis en Allemagne, tu peux ouvrir ton assurance vie en France assez facilement. Donc, il y a ce principe de libre souscription. L'Allemagne étant un pays qui... il y a peu de problèmes, on va dire, là-bas. Une banque française, une société gestionnaire d'assurance vie en France, je ne vois pas pourquoi elle refuserait à un Français qui vit à Berlin d'ouvrir son assurance vie. Il y a très peu de risques, voilà. Il y a des pays où c'est un peu plus compliqué. Après, attention, au niveau de la fiscalité des intérêts, pour un expat, pour un non-résident en France, dès lors que tu ne touches pas à ton assurance vie, donc que tu ne vas pas procéder à un rachat partiel ou un rachat total, bah là, tes intérêts, ils vont se produire, tu vas avoir des intérêts annuellement, tous les ans, et tu ne seras pas soumis à imposition en France. Tu seras taxé, tu seras imposé uniquement lors de la fermeture de ton assurance vie totale ou partielle, un rachat total ou partiel. Par contre, selon le pays dans lequel tu vas vivre, même si tu ne fais aucun rachat, les intérêts que ton assurance vie va produire en France, selon le pays de résidence, de ton pays de résidence, tu peux être imposé. Voilà. Il faut consulter la législation du pays de résidence, afin de s'assurer qu'aucun impôt n'est dû sur ces produits. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que peut-être que tu vas habiter dans un pays où c'est un petit peu relou, et où ton assurance vie, elle va faire des bébés, et en France, tu ne vas pas être imposé dessus. Tu seras imposé que si tu fais un rachat partiel ou total, vous avez compris, ça je vous l'ai déjà dit pas mal de fois. Un rachat partiel ou total, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire je prends des sous un petit peu, ou alors je décide de fermer totalement, et donc là c'est rachat total, et finito, fermeture du contrat d'assurance vie. Mais il se peut que dans le pays où tu vis, tous les ans, tu vas devoir fournir une attestation de, je ne sais plus comment ils appellent ça, en disant, voilà, mon assurance vie, j'ai 10 000 euros dessus, elle a fait des bébés, j'ai eu 350 euros d'intérêt cette année, j'en sais rien, peut-être même plus. Et là, le pays de résidence, il va dire, oh tiens, moi j'aimerais bien te taxer un petit peu là-dessus. Voilà. Il y a des pays comme les États-Unis qui réalisent une taxation constante des intérêts déplacements. Aux États-Unis, c'est considéré comme des revenus pour le fisc américain. Voilà, pour l'administration américaine, voilà. Dès lors que tu as de l'argent qui est placé quelque part, peu importe si c'est en France, aux États-Unis ou n'importe où dans le monde, bref, après, il y a des paradis fiscaux, des je sais pas quoi, mais les États-Unis vont considérer que voilà, ton épargne a produit des intérêts, moi, Joe Biden, Donald Trump, George W. Bush, Barack Obama, je vais te prendre une partie de ces intérêts. J'en ai rien à cirer, que tu sois français et que ce soit un contrat d'assurance vie en France, géré par une société française. Moi, j'en ai rien à battre. Moi, je m'appelle George W. Bush, Donald Trump, Joe Biden, etc., Barack Obama, Hillary Clinton, non, elle a perdu. Je te taxe.
Et c'est voilà, c'est taxation constante. Voilà. Il y a Caro qui dit les USA, ils te suivent jusqu'à la Lune pour te taxer. C'est très bien de le rappeler, Caro. Effectivement, la France est un pays où il y a beaucoup de taxes, mais les États-Unis sont pas mal. Voilà, il y a Laura qui dit il y a juste un peu plus de paperasse lorsqu'on veut retirer de l'argent, nous dit-elle. Et je vous rappelle que Laura habite en Allemagne et qu'elle a des assurances vie en France et qu'elle a réussi à le faire sans aucun souci. Et ensuite, dernier point à prendre en compte, donc vraiment, il faut vraiment regarder où tu vis, dans quel pays tu vis en fait. Voilà. Hein, là, pour vraiment répondre à la question de cet abonné, hein, comment ouvrir un contrat d'assurance vie, elle nous dit, j'arrive pas à trouver comment faire, j'ai essayé, je trouve pas, etc. Il n'y a pas d'équivalent aussi intéressant dans le pays où je vis. Ben, ne cherche pas d'équivalent dans le pays où tu vis, ouvre une assurance vie française en France, tu es française, tu as le droit de le faire. Par contre, regarde bien la fiscalité de ton pays de résidence. Voilà, c'est mon conseil. Et ensuite, il faut bien évidemment se souvenir que dès lors qu'on va fermer une assurance vie totalement, ou qu'on va procéder à un rachat partiel, qu'on va dire, bah là j'ai besoin de 3 000 euros, hop, je prends 3 000 euros de mes 10 000 euros, tac, bim, c'est ça, c'est un rachat partiel. Tu peux être imposé par ton pays de résidence, voilà. Tous les intérêts qui vont être produits par ton rachat vont être imposés par ton pays de résidence, ça faut toujours le savoir. Et la France, état de source, ils appellent ça comme ça, peut aussi t'imposer. Elle peut aussi t'imposer, voilà, parce qu'il y a le prélèvement à la source, enfin, elle peut aussi t'imposer. Après, normalement, la double imposition est supprimée. Donc si tu es imposé par la France, ton état de résidence, lui, ne peut pas t'imposer. Voilà, il y a des conventions comme ça qui sont signées. Normalement, la double imposition peut rarement se faire. Voilà, mais il faut quand même se renseigner, ça dépend vraiment du pays où tu vis. Voilà. Et si l'état de résidence t'a taxé, et que la France aussi t'a taxé, eh ben normalement, ton état de résidence, lui, doit t'accorder un crédit d'impôt pour te rembourser cette double taxation. Voilà. OK ? Après, il faut juste se renseigner vite fait sur les conventions fiscales qu'il y a entre les deux pays, etc., etc. Chaque pays a des taux différents, blablabla. Bref, regardez surtout ce qui se fait dans votre pays. Mais c'est absolument pas impossible en tant que Français expat. Tout le monde peut ouvrir une assurance vie en France. Voilà. Faut juste regarder la loi dans ton pays, etc. Salut à toi, Sabeda23. Salut. Donc là, on parle argent. On a commencé il y a 15 minutes. Là, on a parlé assurance vie pour les Français expatriés. Et ensuite, on va parler de plein d'autres choses. Et Sabeda, j'en profite pour te dire, n'hésite pas à passer ta souris ici, là, où il y a ma main. Il va y avoir un petit widget Amazon Prime qui va apparaître et tu pourras cliquer sur s'abonner gratuitement parce que tu as Amazon Prime. N'hésite pas à le faire. Ça nous aide beaucoup. Tac. Lolita qui dit, est-ce que tu peux rappeler très vite les avantages pour avoir une assurance vie ? Très vite, c'est que tu peux ouvrir une assurance vie en quelques secondes en France. Je vous conseille vraiment les assurances vie associatives. Vous choisissez celle que vous voulez. Je vous invite à ne pas choisir d'assurance vie dans votre banque traditionnelle. Banque en ligne, pourquoi pas, mais ce n'est pas les meilleurs. Je vous conseille aussi d'éviter les assurances vie qui sont proposées par les brokers de bourse type Bourse Direct ou Saxo Bank. Voilà. Il y a les acteurs qui font de la bourse, laissons-leur faire la bourse. Les acteurs qui font de l'assurance vie, laissons-leur faire l'assurance vie. Et pour moi, les assurances vie associatives sont les meilleures. Affaires, Guépard, Ajax Apes, il y en a 3-4 que vous trouverez sur Google. Elles sont dans c'est leur créneau depuis des années. Pour moi, c'est les meilleurs. Très bon rendement assurance vie. Tu peux choisir la gestion pilotée ou la gestion libre. La gestion pilotée, ça, c'est quoi ? C'est que la société d'assurance vie, elle va dire, voilà, je vous propose soit tel niveau de risque. Voilà, souvent c'est du 70-30 où tu vas avoir donc plus ou moins 30% de risque dans ton enveloppe. Après, tu vas avoir des 50-50, plus ou moins 50% de risque et 50% entre guillemets garantie. Et puis après, tu vas avoir une enveloppe à 30-70 où tu vas avoir 70% de risque. Et après, la gestion libre, là, tu fais un peu ce que tu veux. Moi, c'est ce que je privilégie, la gestion libre. Ou la gestion libre, tu vas choisir de mettre ton argent dans différentes petites unités de compte suivant les secteurs d'activité, voilà, les branches, les domaines qui te parlent. Voilà, tu vas avoir plusieurs fonds voilà, ou unités de compte dans lesquels que tu vas pouvoir choisir. Voilà.
Si tu as envie d'investir sur le secteur de la santé, bah, tu vas mettre tes sous là, les PME, tu vas mettre tes sous là. Si tu as envie d'investir uniquement dans des sociétés américaines, tu peux choisir d'investir dans ce fonds qui va être 100% américain. Tu peux avoir un fonds 100% Asie, un fonds 100% pays émergents, un fonds 100% énergie renouvelable, un fonds 100% senior. Voilà. Moi, j'aime bien la gestion libre parce que je fais un petit peu ce que je veux. Et bien évidemment, quand tu fais de la gestion libre, tu choisis ton niveau de risque. Tu as des fonds qui sont aussi immobiliers, etc. Voilà. Donc, la gestion pilotée, c'est très bien aussi. Moi, ça ne me correspond pas. J'aime pas qu'on me pilote à ma place. Je préfère gérer moi-même. Et donc, quel avantage d'avoir une assurance vie? Avantages fiscaux, énormément d'avantages au niveau de la succession. Ça, on l'a déjà dit pas mal de fois. Célia, elle a souvent été là pour nous le rappeler. Donc, très peu de taxation sur l'assurance vie et très bon rendement. Voilà. Mais encore une fois, si vous avez une petite épargne qui est inférieure à 7 700 €, je vous invite, plutôt que de la mettre sur une assurance vie, ouvrez un LEP, un livret d'épargne populaire. Il ne faut pas déplacer un certain niveau de ressources, là je vous l'ai déjà dit. Il est pour l'instant à 2,2% net. Le LEP, le livret d'épargne populaire, c'est pour moi le meilleur placement sans risque actuellement. Voilà, et si vous avez un petit peu plus de sous d'épargner, l'assurance vie ne vous fera pas non plus perdre de l'argent. Je vais quand même revenir sur une question d'une abonnée là, qui me dit que depuis la crise là, qu'on connaît depuis 3-4 mois où tout baisse, elle perd de l'argent sur son assurance vie ou sur son PER, je ne sais plus. Mais bon, c'est la même chose parce que PER, assurance vie, enfin peu importe où vous placez votre argent va être placé en bourse, ça vous le savez. Votre argent, il est placé en bourse, il est placé sur des fonds d'investissement. Votre argent, il n'est pas placé sur un PER ou sur une assurance vie, et puis, non, votre argent, vous le donnez à une société qui gère votre assurance vie, ou qui gère votre PER, ou votre PERCO, ou votre Madelin anciennement, etc. Et ensuite, la société, elle va prendre votre argent et elle va l'investir. Elle va l'investir en bourse, bien évidemment. C'est le seul moyen de faire fructifier de l'argent, c'est d'investir en bourse ou en immobilier. Voilà. C'est les deux grands moyens. Est-ce que j'ai ma batterie? Attends, j'ai l'impression que je suis en 32% de restant, mais pourquoi j'ai pas mon... Ah oui, si j'ai pas branché mon adaptateur, ça va pas marcher, c'est bon? Voilà, oula, mon ordinateur allait mourir. Donc voilà, votre argent, il est investi en bourse, que vous le vouliez ou non. De toute façon, même, je vous l'ai déjà dit, même l'argent qui est sur votre livret A ou qui est sur... Enfin non, le livret A, il n'est pas investi en bourse normalement, il est investi uniquement dans les secteurs sociaux, logement social, etc. Mais voilà, la bourse, c'est pas, faut vraiment pas que ce soit un mot qui fasse peur, n'oubliez pas ça. Voilà, donc je vous rappelle ça. Donc moi, je vous conseille, il y a Lolita qui dit quand on n'y connaît rien, c'est un peu la jungle. Je vous conseille vraiment les assurances vie associatives. Voilà, vous tapez ça sur Google, et puis voilà. Et puis tu les contactes par mail, par téléphone, voilà. Et puis tu fais ça très tranquillement. Et Aksubu qui dit j'ai choisi Lynx.ca, alors je connais pas Lynx.ca, je peux pas te dire, je sais pas ce que c'est. Pour l'instant ça se passe bien, je croise les doigts, ça ne peut jamais mal se passer, sachez-le. Votre assurance vie, si vous choisissez une assurance vie en gestion pilotée, ça peut jamais mal se passer. Ce qui peut mal se passer avec votre argent, c'est si vous faites n'importe quoi. Et comment on fait n'importe quoi quand on place de l'argent? C'est qu'on va décider de faire des placements. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui fait n'importe quoi, c'est quelqu'un qui a 20 000 € de côté parce qu'il a hérité de la grande-tante Marie-Thérèse. Il va prendre ces 20 000 € et il va décider de les placer en bourse sur Amazon. Et donc, il va se dire, j'achète 20 000 € d'actions Amazon. Donc ça, c'est de la grosse connerie. Parce qu'il va se dire, non mais Amazon, c'est une entreprise qui marche, qui a toujours marché, je vois pas pourquoi je perdais de l'argent. Oui, sauf qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Peut-être qu'Amazon, un jour, ne marchera plus aussi bien qu'elle marche. Prenons Tesla aussi, par exemple, ça peut être un exemple parmi tant d'autres, ou les crypto-monnaies, le Bitcoin ou autre. Voilà. La grosse erreur, la seule façon de perdre de l'argent lorsque vous le placez quelque part, c'est si vous le placez à un seul endroit. Si vous mettez vos œufs un peu partout, vous n'avez aucun risque de perdre votre argent. Absolument pas. Il y a Lolita qui dit « J'aimerais bien le faire, mais n'y connaissant rien, c'est compliqué de passer le cap. » Je suis complètement d'accord avec toi.
entièrement d'accord. C'est toujours compliqué. Après, moi, j'ai envie de dire aux gens qui sont très frileux, n'ayez pas honte parce que c'est très français d'être frileux. Les Français ont beaucoup d'argent sur leur compte courant, je vous l'ai déjà dit. Les Français ont beaucoup d'argent sur leur livret A, donc ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Votre livret A vous rapporte au maximum 100 euros par an. Et pour avoir 100 euros par an grâce à votre livret A, il faut que votre livret A soit au plafond de 22 000 euros. Donc tu as 22 000 euros de côté, ça te rapporte 100 euros par an. C'est inutile. Ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien. Donc je ne vais pas vous dire forcément d'aller investir dans des secteurs très risqués que sont le crédit aux entreprises, le crowdfunding immobilier ou les crypto-monnaies, mais via une assurance vie, tu peux avoir des rendements de 3, 4, 5% en prenant très peu de risques. Très très peu de risques. Voilà. Alors. Il y a Mazarizi qui dit les cryptos en ce moment c'est pas trop ça. Bah oui, mais justement il y en a qui disent que vu que c'est pas trop ça, c'est peut-être le moment d'acheter des cryptos parce que c'est pas cher. Tout chute, c'est les soldes. Voilà, après c'est vraiment chacun va voir un peu midi à sa porte. Est-ce que j'achète quand c'est les soldes, quand c'est la crise, entre guillemets, pour du coup quand ça va remonter, je serai content. Voilà. Après moi les cryptos j'y vais pas. Et puis si un jour j'y suis toujours pas allé dans les cryptos, si un jour je vais dans les cryptos, franchement je vais peut-être investir 500 euros dans les cryptos, mais grand maximum. Hein. Voilà, hein, parce que déjà je sais que Bibou elle va me dire t'es sûr de ces conneries là, et je vais lui dire je suis pas sûr, hein, donc elle me dit bah et voilà, tu mets pas beaucoup. Voilà. Il y a Daddy qui dit c'est 1% le livret A maintenant, ça fait 200 euros. Oui, effectivement, maintenant, Daddy, tu as raison, c'est 1% le livret A. Mais c'est quand même nul. Hein, c'est quand même nul. Le livret A, ça ne sert à rien. Voilà. Ça ne sert à rien du tout. Peut-on avoir plusieurs assurances vie demande Léo Caddy. Oui, mais ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt parce qu'une assurance vie, avant d'atteindre le plafond de ton assurance vie, je peux te dire, il faut te diversifier au sein de ton assurance vie. C'est-à-dire ton assurance vie, tu vas l'ouvrir et tu vas aller voir ton gestionnaire. Tu vas dire, voilà, moi, je veux une gestion pilotée, pourquoi pas. Et ben hop, il va te dire, ok, bah, je vous propose tel niveau de risque, tac, tac, tac. Tu vas lui dire, ok, je veux ça. Et puis voilà. Ou alors, tu vas lui dire, moi, je préfère avoir une gestion libre. Et dans ce cas-là, Léo Caddy, tu vas lui dire, quels sont les meilleurs fonds, quelles sont les meilleures unités de compte actuellement. Il va te dire, bah là, honnêtement, je serais vous, je miserais à fond sur le fonds États-Unis. Voilà, là vraiment choisissez les unités de compte États-Unis, vraiment. Après, si vous avez, si selon vous le secteur de la santé a de l'avenir, bah, vous pouvez aussi mettre un petit peu de sous chez les seniors, la santé, etc., etc. Ensuite, Daddy qui dit, moi aussi je me tâte à souscrire à des assurances vie pour moi et mes filles. Alors encore une fois, je vous l'ai déjà dit beaucoup de fois, l'assurance vie, je ne sais pas comment le dire, parce que j'ai déjà dit pas mal de fois, et Célia aussi vous l'a dit, c'est le meilleur. Et là, je vais répondre à la question de Marine qui dit, avec un premier enfant à venir, que conseillerais-tu principalement d'ouvrir et quelle démarche effectuer pour sécuriser tout le monde, en sachant qu'elle n'est pas paxée et qu'elle est déjà propriétaire. Donc là, si Célia est toujours là, est-ce que Célia, tu peux peut-être lui conseiller aussi quelle démarche faire? Déjà, peut-être se paxer, déjà. Mais quand on a des enfants à venir, ouvrez-leur une assurance vie. Parce que vous ne savez pas de quoi demain est fait. Peut-être que demain, vous allez avoir beaucoup d'argent, que vous allez hériter, que vous allez gagner au loto, que vous allez avoir une entreprise qui va marcher. On ne sait pas de quoi demain est fait. Souvent, les gens se disent, moi, je suis smicard, ou moi, j'ai un petit salaire de 1500, 1600 euros net par mois. Et ils se disent, ma vie, ce sera tout le temps ça. Ta vie, tu ne sais pas tu ne peux pas savoir dans 10 ans où tu seras, ni dans 20 ans, ni dans 30 ans. Et je vous donnerai toujours l'exemple de nos parents. L'exemple de nos parents, ça a été une génération où le four sonne, je reviens parce qu'il faut que je sorte le gâteau, sinon je vais me faire engueuler. A tout de suite. De retour, welcome back. J'en ai profité pour prendre un petit peu d'eau. La Bibou, elle a fait un petit gâteau chocolat courgette. Parce qu'on a beaucoup de courgettes dans le jardin. Et si ça vous pose question, chocolat courgette, vous pouvez chercher ça sur sa chaîne de recettes, les recettes de Juliana. Elle avait mis la recette en ligne. Gâteau vegan à base de courgettes.
Ça permet de remplacer les œufs, etc., 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 etc. Ok, la pub, une seconde, hop, voilà, la pub est terminée, de retour, welcome back. Alors, donc je vous disais, reprenons l'exemple, et après je vais vous lire le chat, parce que je vais passer pas mal de questions de Nanou, de Lolita, etc. Donc, reprenons l'exemple de nos parents. Nos parents, ça a vraiment été la génération où, voilà, dans les années 70, je sortais de mes études plus ou moins. Nos parents n'avaient pas besoin de faire d'études pour travailler. Déjà parce qu'il y avait moins d'accès aux études longues, etc. Nos parents, ils travaillaient. Et puis très souvent, le modèle classique de nos parents, c'était je rentre dans une boîte, j'évolue. Et au début, je commence plus ou moins en bas de l'échelle. Et ensuite, tac, 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 je monte, je monte, je monte. Et il y a plein d'exemples. Je pense, vous êtes très nombreux sur le chat. Je pense que vous pourrez le dire. Voilà, vos parents, quand ils ont commencé, peut-être qu'ils avaient, je sais pas combien était le salaire de base, mais nos parents, il y a plein de gens de leur génération où tu peux dire que leur salaire a été multiplié par 3 entre le début de carrière et la fin de carrière. Hein. Voilà, il y a beaucoup de nos parents, il faut dire ce qui est, où au début, voilà, tac, 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 hein, et puis à la fin de la carrière, ils étaient à plus de 3000 euros, plus de 4000 euros, même ceux qui travaillaient dans des usines ou autres, voilà, c'est très fréquent. On pouvait monter assez facilement en grade, plus ou moins, parce que c'était comme ça. Parce que l'économie allait bien, l'industrie se portait bien, etc. Il y avait quand même pas mal de boulot à leur époque pour tout le monde. Et maintenant, on vit plutôt, nous, notre génération, moi j'ai 35 ans, c'est plus un modèle. Le modèle professionnel dans lequel on vit, c'est un peu, voilà, je picore. Je travaille un peu ici, après je change, je travaille là, je travaille là. C'est très rare, et puis je fais un peu de freelance, je fais un peu à ma sauce, je me mets en congé sabbatique, je me mets en disponibilité, des fois je vais travailler, des fois je vais pas travailler. Il y en a qui, voilà, ils changent de boîte. On est un peu comme ça maintenant. Et donc, on peut plus vraiment dire, à 40 ans, on ne peut pas savoir à 40 ans combien d'argent on va avoir, combien on va gagner. Personne ne peut le savoir. Voilà, s'il faut nous, dans 10 ans, on gagne 4 fois plus que ce qu'on gagne maintenant. J'en sais rien, moi, tu vois. Et vous, c'est pareil. Et donc, pourquoi ouvrir une assurance vie? Déjà, pour prendre date, ça, on l'a déjà dit. Je ne vais pas répéter ce que ça veut dire prendre date, parce que je l'ai déjà dit beaucoup, beaucoup de fois. Donc, c'est Mazarizi qui dit « Ouvrez les assurances vie au moins pour faire date ». Voilà. Ensuite, votre enfant, il aura son assurance vie qui sera ouverte. Voilà, vous aurez pris date, elle est ouverte. Et vous avez 20 ans pour constituer l'épargne de votre enfant. Peut-être que vous n'aurez pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de moyens, que vous pourrez mettre que 10 euros par mois pour votre enfant. Bon, bah, au bout de 20 ans, ça lui fera quand même une petite somme. C'est aux alentours de 2000 euros. Mais peut-être que vous pourrez lui mettre 50 euros ou 100 euros. Voilà, vos 2000 euros peut-être peuvent se transformer en beaucoup plus. Tu vois, hein, je vous l'ai déjà dit ça. Hein. On peut assez facilement donner au moins 10 000 euros à son enfant, surtout si on a un enfant unique. C'est assez simple de mettre 10 000 euros de côté en 20 ans. Je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas vous refaire le calcul. Bon, si on a 3 enfants, 4, 5, c'est différent. Mais quand on a 1 ou 2 enfants, on peut assez facilement donner au moins 10 000 euros à chaque enfant lorsqu'ils ont 20 ans. Ça permet de payer le permis, un apport pour un appartement, etc. On en a déjà parlé la semaine dernière et il y a 15 jours. Donc, je ne vais pas revenir vraiment là sur les calculs. Hein. Juste, vous faites 50 euros de côté tous les mois pendant 20 ans. Faites le calcul, ça monte vite. Et l'assurance vie, c'est ce qui va vous permettre... Célia pourra le confirmer, elle l'a déjà dit. Voilà, souscription de l'assurance vie, ça permet... Oh non. Est-ce que je suis revenu? Est-ce que je suis revenu? Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est passé quelque chose qui ne s'était pas passé depuis longtemps. Bon, écoutez, est-ce que je suis revenu? Ouais. D'accord. Et est-ce que vous êtes revenu? J'ai l'impression que le chat est toujours là. Ah, c'est bien. Le chat n'a pas disparu. Bon, bah écoutez, tant mieux. Donc j'en étais où? Parce que j'étais en train de vous parler de quoi? J'ai oublié. Bon, alors, oh, vous avez beaucoup de chatté du coup. Ouais, donc on était sur les assurances vie, tac, tac, tac. Je vous disais, ouais, prendre date, etc., etc. Et pour revenir sur la question de Marine qui a acheté une maison avec son copain, mais ils sont même pas pacsés, donc même pas pacsés, même pas mariés. Vous me dites si vous m'entendez bien et vous me voyez bien, par contre.
Et en plus, ils vont avoir un enfant. Il y a l'autre qui dit, ma notaire nous a dit mot pour mot que dès qu'il y a achat de maison, il faut au moins un lien. Donc le Pax. Puis le testament, car le Pax seul ne suffit pas. Ton notaire a, je pense, raison. Célia pourra confirmer. Voilà. Alors, il y a Charlot qui parle d'un CLS. Je ne sais pas ce que c'est un CLS, Charlot. Clairement, c'est non. Vraiment, si vous voulez avoir un minimum de rendement sur votre produit d'épargne, vous ouvrez un LEP, LEP, si vous ne dépassez pas les plafonds de revenus, ou une assurance vie. Hein. Vraiment, hein. Ça c'est très très important. Et donc pour revenir à la question de Lolita, quels sont les avantages? Je pense que là, je pense que j'ai pu répondre. Hein. C'est libre, tu peux retirer ton argent quand tu veux, tu as très peu de fiscalité dessus. Pour tes enfants, c'est le top du top, l'assurance vie pour la succession. Voilà. Il y a l'autre qui dit, mon père a commencé chauffeur routier, il a fini cadre. Ben voilà. Voilà. Et ensuite, je vais revenir sur le chat. Parce que j'avais vu qu'il y avait d'autres questions. Alors, je ne vais pas vous dire arrêtez de chatter. Du coup, vu que le stream a été relancé automatiquement, il va y avoir une nouvelle pub. Je suis désolé, ça c'est Twitch. Donc la pub va commencer dans 5 secondes. Ça va me permettre de remonter, de relire un peu les questions. Ok, je reviens là, juste après la pub. D'accord, je vais remonter jusqu'à question, j'avais vu, de Lolita. Est-ce que tu peux modifier tes placements régulièrement? Où est-ce que tu places ton argent et basta? Nanou qui dit quel compte est le plus coté? On va revenir là-dessus. Je reviens dans 2 minutes. Du coup, il y a une petite pub. Je suis désolé, il y a eu le bug. Ça relance tout, etc. À toutes, à toutes. Alors, de nouveau. J'espère que j'aurai pas de bug. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Tout à l'heure, j'avais mon câble de branché aussi. Je sais pas, l'ordinateur, il a décidé de redémarrer. J'avais pas de mise à jour en plus. Moi, je fais attention justement à toutes ces mises à jour automatiques. Je sais pas ce qui s'est passé là tout à l'heure. Désolé pour le petit bug. Alors, donc j'ai noté. Donc j'ai vu que Nanou, elle dit, Nanou51 dit, est-ce que ça rapporte beaucoup plus d'ouvrir une assurance vie? Je débarque, je suis jamais dispo pour les lives argent. Oui, mais Nanou, tu es abonné, donc tu peux regarder les replays. Nanou, je t'invite vraiment à le faire parce que les lives argent, c'est une fois par semaine. Et je vais pas dire que ça va te changer la vie, mais j'essaye de vulgariser un max. Et il y en a qui regardent les lives argent depuis pas mal de mois, voire d'années. Lolita07 pourra te le confirmer. Elle est là très souvent, Lolita. Et encore, tu vois, elle pose encore des questions parce que l'argent, l'épargne, de placer son argent, il y a une part de risque. Et en France, on est très frileux. Et donc, c'est pour ça que moi, j'essaye de vous apprendre. Je vous oblige en rien, j'essaye de vous donner des pistes de réflexion, de vous dire, de vous faire comprendre que votre compte courant, ça vous rapporte rien, votre livret A, ça vous rapporte rien. J'ai vu que Nanou, elle a dit, moi j'ai ouvert un livret A pour chacun de mes enfants, j'ai mal fait, j'aurais dû ouvrir une assurance vie. Et ben tu vois, Nanou, ça c'est une question à laquelle j'ai répondu, je crois, la semaine dernière. Donc le live argent juste avant, ou le live précédent, tu vois. Et donc, je peux te répondre, tu as ouvert un livret A à tes enfants, ça ne sert à rien, Nanou. Je le dis, ça ne sert à rien. Vos enfants, ouvrez-leur une assurance vie pour prendre date, et ça vous rapportera plus. Ensuite, comme l'a dit Caro, évidemment, si on veut un peu plus de rendement, c'est quoi? Alors, le rendement, c'est quoi? C'est la rentabilité, c'est ça rapporte, voilà, hein, si on peut parler vulgairement. Il faut devoir assumer une part de risque, comme le dit Caro, mais le risque va être lissé, va être très facilement absorbable, dans le sens où les sociétés qui gèrent les assurances vie ne font pas n'importe quoi avec votre argent. Ouais, sachez-le. Voilà. Mais ensuite, après, ça dépend vraiment des projets que vous avez. De vie. Et encore une fois, je vais vous redire le truc très simple, il faut avoir une enveloppe sécurisée. Votre enveloppe sécurisée, votre poire pour la soif, elle va être sur votre livret A ou sur votre LEP. Et ensuite, vous avez de l'argent en plus que vous avez envie d'investir pour que ça vous rapporte un peu plus d'argent, pour que dans 10 ans, 20 ans, eh ben, vous ayez un bon petit capital pour vos enfants ou pour votre retraite. C'est dans cette vision-là, moi je suis un bon père de famille, j'ai mon enveloppe sécurisée et mon enveloppe un peu plus risquée pour le long terme. Et donc pour répondre à Lolita, est-ce que tu modifies tes placements régulièrement ou tu places ton argent et basta, tu laisses courir pendant 10 ans?
Moi, je ne laisse pas courir pendant 10 ans au Lolita, je laisse courir pendant 20 ans. C'est-à-dire que moi, mon argent, il est placé. Je continue régulièrement à mettre un peu d'argent, même lorsqu'il y a des crashs en ce moment un peu boursiers. Je ne fais pas des placements mensuels sur mon assurance vie. Non, c'est faux en fait. C'est faux ce que je dis. Je fais des placements mensuels sur mon assurance vie qui sont assez faibles. Je mets 50 euros par mois. Et de temps en temps, je vais faire. Donc, je mets 50 euros par mois pour mes 3 enfants. Donc, tu vois, c'est pas non plus des grosses. Ah non, c'est faux. Je suis passé à 100 euros maintenant. Je suis passé à 100 euros depuis qu'on a eu Noémie. Donc, je mets 100 euros de côté tous les mois pour mes 3 filles. Voilà. Donc, 33 euros chacune à peu près. Mais tout est sur mon assurance vie. C'est comme ça que je fais. Et ensuite, quand elles seront grandes, je vous l'ai déjà dit, je prendrai 5000 euros, je ne sais pas combien on aura dans 20 ans. Et puis je dirais, tac, je ferai un virement pour l'assurance vie Elena, enfant numéro 1, enfant numéro 2, enfant numéro 3. Voilà, elles auront toutes les 3 la même somme, et puis elles achèteront, elles paieront leur permis avec, ou leur appart, ou je ne sais quoi, leurs études, et voilà. Et de temps en temps aussi, je fais des virements qu'on appelle ponctuels. C'est un virement régulier et virement ponctuel. Et virement ponctuel, bah, des fois, voilà, je vais avoir une rentrée d'argent pour X raisons. Cette rentrée d'argent, moi, je n'ai pas le tempérament de dire je vais tout claquer pour acheter des conneries. Donc, on place une partie dans la poche sécurisée. Donc, nous, c'est le LEP, le livret d'épargne populaire. Et ensuite, je place une autre partie. Mais ça, c'est à ma libre appréciation. Je ne vais pas vous dire si ma poche risque et pas risque, c'est du 50-50. Est-ce que c'est du 80-20 ? Est-ce que je mets 90% dans le risque et 10%? C'est vraiment à appréciation personnelle de chacun. Et donc, de temps en temps, bah, je vais mettre un peu plus. Voilà. Et donc, ensuite, moi, je suis un bon père de famille, donc Lolita, je laisse mon argent, effectivement, courir et faire ses petits pendant 10-20 ans. Je ne regarde absolument pas ce qui se passe sur mon assurance vie. J'ai vu passer tout à l'heure, qui l'a dit ? C'est Elori qui a dit qu'ils regardent tous les deux en ce moment leur assurance vie et qu'il y a pas mal de choses qui chutent parce qu'elles ont choisi de mettre de l'argent sur des unités de compte, probablement, voilà, les États-Unis, voilà, même l'Europe, le CAC 40, peu importe. En fait, tout chute en ce moment, hein, voilà. Donc, tous les placements, voilà, si tu as mis 1000 euros, là, bah, tu perds un peu de sous, mais il ne faut pas y toucher. Parce que il ne faut pas y toucher, c'est vraiment l'assurance vie, la bourse, l'immobilier, tout ce que vous allez faire avec votre argent, faut réfléchir. Et c'est ce que tous les spécialistes et les conseillers financiers vous diront. Il faut agir comme un bon père de famille, un bon chef de famille, voilà, c'est ça la meilleure expression. Un bon chef de famille, chef avec ou sans eux, et voir sur le long terme, minimum 10 ans, mais le minimum, donc c'est vraiment, moi c'est pour ça, moi je vois sur 20 ans. Donc peu importe que là ça chute maintenant, on s'en fout complètement, Elori et tous les autres, et moi c'est pareil. Je ne sais même pas combien j'ai perdu sur mon assurance vie depuis 6 mois. Parce que tout chute. Parce que sortie de Covid, tout était super haut, les gens étaient contents, les entreprises étaient florissantes, etc. Depuis qu'il y a la crise en Ukraine, depuis qu'il y a toutes ces conneries-là de gaz, de machin, de je ne sais quoi, tout chute. Tout chute. Le CAC 40 a perdu énormément là. Ok ? Mais on s'en fout. Mais si ça se trouve, moi, je ne sais pas combien j'ai perdu. J'ai peut-être perdu 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Je ne sais absolument pas combien j'ai perdu. J'ai peut-être perdu 10%, 20%, 30%. Je n'en sais rien. Je ne vais pas voir. Je ne vais pas voir. J'ai des petits placements en bourse j'ai aussi des petits placements en bourse où j'achète des actions en bourse en direct. Voilà. Donc là, je ne vais pas vous refaire vite fait la bourse parce que j'ai fait un live spécial bourse, mais voilà, ceux qui investissent en bourse comme Caro vont comprendre très vite de quoi je parle, mais voilà, j'ai à peu près 20 lignes dans mon portefeuille boursier, et moi j'ai choisi des entreprises françaises et européennes. Voilà, j'ai pas encore investi dans les entreprises américaines ou autres, mais voilà, toutes les entreprises dans lesquelles j'ai investi, on perd actuellement, entre guillemets, de l'argent. Mais je m'en fiche, hein, je m'en fiche royalement. Je m'en fiche royalement parce que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, tout ça aura remonté. Et moi, c'est pas dans 5 ans. Ma courbe, je ne la regarde pas dans 5 ans, je la regarde dans 20 ans. Donc là, tout chute. Vous avez peut-être perdu 200 euros, 300, 1000, 2000. On s'en fiche. Vous ne retirez pas votre argent. Vous laissez les choses se faire et ça remontera. Il faut vraiment, c'est du long terme. Okay ? Quand on ouvre une assurance vie, c'est sur du long terme. Okay ?
Et il y a Charlot qui a posé la question dans le chat en direct. Mais j'imagine que pour ouvrir une assurance vie, il faut avoir une certaine somme de départ. Oui, Charlot, effectivement, tout le monde ne peut pas ouvrir une assurance vie parce que pour ouvrir une assurance vie, il faut avoir au moins 100 € de côté. Charlot. Voilà, donc tu vois que bon, c'est un petit humour là de ma part. Tout le monde peut ouvrir une assurance vie. Je crois que même tu peux ouvrir une assurance vie en mettant, je crois que certaines assurances vie c'est 30 € ou 50 €, enfin peu importe. Et il y a des assurances vie qui t'obligent à mettre en place un virement mensuel programmé, et il y en a d'autres qui ne t'obligent absolument en rien. Tu ouvres ton assurance vie juste pour prendre date. C'est le cas la plupart des assurances vie associatives. Vous ouvrez, vous prenez date pour vos enfants, et après vous faites votre gestion un petit peu comme vous voulez. Voilà. Il y a Caro qui dit « Après, il faut faire attention, il ne faut pas non plus s'amuser à investir dans n'importe quelle entreprise qui passe. » Effectivement. Et si on est frileux, on choisit la gestion pilotée. Voilà. Maë qui dit « Est-ce que tu conseilles d'aller voir un conseiller patrimonial pour nous aiguiller ou placer justement ?» Je te conseille, Maë, d'aller voir effectivement des conseillers. Mais Maë, là, tu as déjà, entre guillemets, un petit conseiller quand tu regardes les lives. Là, déjà, je te dégrossis un peu les grandes lignes, tu vois. Ensuite, ton conseiller, effectivement, en patrimoine, là, pourra te dire. Après, le souci, c'est que des fois, ils vont prêcher pour leur paroisse. Voilà, donc attention aux conseillers patrimoniaux des banques. Attention, voilà. Je vous le redis, les assurances vie associatives sont les plus transparentes selon moi. Loutre qui dit « Ils sont ultra intéressants et très utiles tes lives. Ça m'a changé la vie. » Ben, merci Loutre, j'ai appris plein de trucs très rapidement. Bah écoute, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Il y a Aksubu qui dit « Depuis les tout premiers lives argent sur YouTube, tous mes comptes épargne sont en croissance tous les ans. » Eh bien, ça fait plaisir, Aksubu. Ça veut dire que tu as mis en application les petits conseils que je donne. Hein. Et mes conseils seront toujours les mêmes. La diversification. Faites pas n'importe quoi. Vous diversifiez. Vous ne mettez pas 20 000 € de Bitcoin, encore une fois. Et vous ne mettez pas 20 000 € dans l'action Amazon. Voilà. Ou X ou Y. Pour revenir sur l'histoire de Marine qui est propriétaire et non paxée. Donc là, on lui a donné les conseils pour son enfant, donc c'est assurance vie, et on peut lui redire de se paxer. Et il y a Tahiti Ju qui dit attention, le pax n'a même pas valeur de contrat lors d'un achat immobilier. Le notaire nous a bien dit de rédiger un genre de contrat avec elle, bon, un genre de testament, je pense, ou je sais pas quoi, parce que lorsqu'on est en séparation de biens, le pax ne sert pas à grand chose pour un achat immobilier. Et donc vraiment, moi je suis pas spécialiste, mais mon conseil, vraiment, c'est donc déjà, vous allez voir votre notaire. Avant d'acheter une maison, vous allez voir un notaire. De toute façon, vous êtes obligé de voir un notaire quand vous achetez. Moi, ce que je ne comprends pas, Marine, c'est que tu as pu acheter une maison avec ton copain, ou ta copine d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être qu'elle est lesbienne, elle dit ton copain, mais non, c'est peut-être un couple gay. Vous êtes allé voir votre notaire sans être paxé, sans être marié dans quoi que ce soit, c'est-à-dire que vous n'avez aucun lien qui vous unit. Votre notaire, je ne sais pas Célia, mais pour moi, il y a quand même défaut de conseil. Je ne comprends pas qu'un notaire puisse dire à deux personnes qui arrivent et qui disent « Voilà, on va acheter cette maison, elle va nous coûter 250 000 €, mais bon, bah ouais, ok, d'accord. » Enfin, quand tu n'es ni marié ni paxé, je suis désolé, mais aux yeux de la loi, tu es considéré... C'est quasiment l'équivalent de deux colocataires ou de deux potes qui achètent ensemble. Voilà. Paul et Jean, ils veulent acheter une maison, ils sont potes, ils peuvent, hein. Ils peuvent, mais dans ce cas-là, il faut réfléchir. Est-ce qu'on monte une SCI ? Dans ce cas-là, tu vas voir ton notaire et tu dis, bah voilà, nous on est deux potes, qu'est-ce qu'on fait ? On veut acheter cette maison pour vivre en commun parce qu'on a envie de continuer notre colocation, mais d'être propriétaire. Bah, ton notaire, il va te dire, bon voilà, vous pouvez faire de l'indivision, pourquoi pas ? Vous pourrez peut-être faire une SCI, et il va vous conseiller, tu vois ? Et moi, ça me paraît ouf qu'il y ait un notaire qui ait pu dire à Marine, ne rien lui dire d'ailleurs. Moi, ça me paraît très bizarre. Voilà. Il y a Célia qui dit, Célia, je vous rappelle, elle est clerc de notaire. Il y a Célia qui dit, oui, je confirme, dans ce cas-là, on préconise le Pax avec testament réciproque. Car vous êtes considérés comme deux étrangers en taxation. Voilà. Dès lors qu'il n'y a pas de pax ou de mariage, etc., un homme, une femme, deux hommes, s'il n'y a rien qui vous unit,
vous êtes considérés comme des étrangers d'un point de vue fiscal. Vous avez chacun votre fiche d'imposition. Bon, même si on n'est pas pacsé ou marié, ça c'est, des fois on peut aussi avoir chacun sa feuille d'imposition, mais bon voilà. Mais vous êtes considérés comme des étrangers. Voilà. Il y a Lolita qui dit il y en a peut-être qu'un seul qui a acheté officiellement et pas l'autre. Effectivement, tu as raison, Lolita. Peut-être que c'est Marine qui a acheté la maison et son mec, il a peut-être rien à voir avec cette maison. Ou inversement. T'as raison, Lolita. Et dans ce cas-là, j'ai envie de te dire tant mieux pour la personne qui a réussi à acheter solo. Ça, c'est très bien. Par contre, du coup, attention à la personne qui est à côté. Elle est un peu laissée pour compte. Elle est un peu dans le caniveau, cette personne-là, parce qu'elle n'a aucun droit sur la maison. Elle va évidemment avoir des droits sur l'enfant à naître, parce que Marine va faire un enfant avec la deuxième personne, donc ils vont être parents en commun d'un enfant. Mais ils n'ont rien qui les lie sur cette maison. C'est pas la meilleure idée du monde. Voilà. Donc, attention vraiment, quand vous achetez des maisons, faites pas n'importe quoi. Moi, j'ai beaucoup d'exemples autour de moi, de potes qui ont acheté avec leurs copines des maisons. Ça faisait 3 ou 4 ans qu'ils étaient ensemble, fous, amoureux, machin, mais ni pax, ni mariage, ni quoi que ce soit. Non, c'est une galère après, parce qu'évidemment, ils se sont tous séparés. Hein, vas-y, pour revendre la maison, il faut que je rachète les parts, que je rachète le crédit, ça se tire dans les pattes. Ouais, mais moi, j'ai payé la moitié de la terrasse, moi, j'ai payé que 3/4 de la piscine. Oui, t'as payé 3/4 de la piscine, mais qui a fait les travaux? C'est moi. Donc, toutes les heures que j'ai passées à construire la piscine en kit, j'ai envie aussi que tu me payes. Enfin, c'est une galère. Alors que quand il y a au moins ce Pax avec testament, comment qu'elle a dit Célia, testament réciproque, là, au moins t'es un peu plus... Voilà, ok. C'est vraiment... Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais le notaire, c'est vraiment des gens chez qui il ne faut pas hésiter à aller. Vraiment, ils sont très gentils. Moi, tous les notaires que j'ai pu fréquenter, j'en ai fréquenté 3. Des fois, je vous le redis, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, j'ai déjà une fois une conversation pendant 30 minutes avec un notaire, une notaire. Elle ne m'a rien fait payer, quoi que ce soit. Tout s'est très bien passé. Elle m'a donné ses conseils, c'est son devoir de conseil. Je lui ai posé des questions, succession, machin, tout ça, et ça s'est très bien passé. Et je n'ai rien payé, c'est pas des commerciaux, et c'est son devoir, voilà. Les rendez-vous conseils sont gratuits, on le rappelle. L'outre, elle est restée 40 minutes. Voilà. Les notaires, c'est vraiment des gens... Je trouve que c'est vraiment bien en France qu'on ait des notaires. Il y a des pays où on n'en a pas, notamment les États-Unis, où on peut acheter des maisons en claquant des doigts. Et ça fait un peu n'importe quoi. Voilà. On va enchaîner sur une autre question. Crédit d'impôt, réduction d'impôt, dons fiscalité aux entreprises, dons à Croix-Rouge, patati patafroufin. On va parler un peu de tout ça. Ma fille pleure, donc je vais juste aller voir sa maman pour qu'elle aille la chercher. Et puis voilà. Et puis après, on va parler de tout ça. On est encore ensemble pendant au moins une petite demi-heure. Hein. Normalement, elle dort un peu plus, ma fille. Allez, à toutes. Je reviens dans même pas 2 minutes. Welcome back. De retour. Alors, la question... oui, c'était ma fille qui était en train de pleurer. Pour revenir vite fait sur les notaires, Lolita qui dit « Ah, je savais pas que c'était gratuit les notaires. » Ouais. C'est une des seules professions d'ailleurs où tu peux aller gratuitement, il faut le dire. Les avocats aussi, je crois. Les avocats, le premier rendez-vous est gratuit où tu dois expliquer ton cas, pourquoi tu portes plainte. Je crois que les avocats, c'est pareil, le premier rendez-vous est souvent gratuit. Les avocats, les juristes, etc. Les experts comptables aussi, c'est pareil, si tu veux monter ta société. Les comptables, c'est pareil, ça va toujours être gratuit, le premier rendez-vous. Mais c'est un peu les seuls métiers où tu peux aller demander des vrais conseils qui vont vraiment te servir et te changer la vie et qui ne te feront pas payer. Voilà, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller voir votre notaire pour se poser des questions. Alors, il y a Priscille qui dit est-ce que si je fais des dons à des associations, bienvenue à toi, nouveaux followers, bienvenue. Est-ce que si je fais des dons qui sont à des associations qui sont déductibles fiscalement, est-ce que les impôts vont me rembourser automatiquement, même si je ne suis pas imposable? Bonne question de Priscille. Alors, moi j'ai fait des recherches parce que
bah, je sais pas vraiment comment ça marche parce que je n'ai jamais fait de dons à des associations, moi. Après, il y a Léocadie du 62 qui dit: quand je n'étais pas imposable, j'avais eu un remboursement, donc via crédit d'impôt, euh, qui concernait mes dons. Ah, Noémie descend. Noémie descend. Bibou, elle est par terre. Il y a Célia qui dit, pour revenir vite fait sur les notaires, on est des officiers d'état civil, le devoir de conseil est gratuit et primordial. Bonne précision, Célia. Et donc pour les dons faits aux associations, moi je ne sais pas quel est qu'est-ce que vous savez de ça, mais moi d'après les recherches que j'ai faites, je suis tombé sur des articles là qui datent de 2022. Lorsqu'on fait un don à une association caritative, vous savez que si vous êtes imposable, votre don est... Ouais, Bibou a une très jolie robe. Lorsque vous faites un don à quelqu'un, quelle qu'en soit l'association, enfin bon, ça dépend des assos, mais vous pouvez avoir des réductions d'impôts qui vont jusqu'à 75%. C'est 66%, des fois même 75%, voilà. Ça dépend à quelle association tu donnes. J'ai jamais trop compris comment ça marche, la réduction d'impôt. Mais ce que j'avais pu lire, c'est que quand tu es non imposable, ça ne donne pas droit à crédit d'impôt. Et ça, c'est la grande différence. Réduction d'impôt, c'est je suis imposable, je vais pouvoir réduire mes impôts de tel montant parce que j'ai fait don à ci ou ça. Salut Nanou, bon après-midi à toi. Et un crédit d'impôt, c'est je suis non imposable et on va donc me rembourser, me redonner de l'argent, tu vois. Et moi, ce que j'ai pu lire quand j'ai fait mes recherches, c'est que si tu es non imposable, eh ben, les dons que tu vas faire aux associations ne te donnent pas droit à crédit d'impôt. Voilà, apparemment, je ne sais pas si je dis vrai ou pas, parce qu'apparemment, Léocadie du 62 nous dit que elle, quand elle n'était pas imposable, elle avait eu des crédits d'impôt concernant les dons. Tu avais fait des dons à quoi? Quelle association quels sont les dons que tu avais fait? Alors oui, quand tu remplis ta déclaration d'impôt, effectivement, Léocadie, tu as des cases, tu as des catégories de dons, etc. Tu peux avoir des crédits d'impôt aussi pour ta cotisation syndicale, voilà, quand tu es syndicaliste ou quand tu es membre d'un parti politique, voilà, que tu vas payer ta cotisation, ta carte de membre à la CGT ou au Rassemblement National ou à l'UMP, ça n'existe plus l'UMP, ou à la France Insoumise ou à la République En Marche, peu importe, ou la CFDT ou FO, etc. Voilà, tu peux aussi avoir des réductions, voilà. Tu peux avoir des crédits d'impôt de plein de choses, hein, je vous l'ai déjà dit, votre nounou, ça tout le monde le sait, votre jardinier, votre femme de ménage. Quand tu embauches des gens en CESU, effectivement, comme le dit Lolita, voilà, ça ouvre droit à des crédits d'impôt. Mais moi, d'après les recherches que j'avais fait, c'est que quand tu n'es pas imposable, eh ben, les dons que tu fais à des associations ne t'ouvrent pas à crédit d'impôt. Donc je dis peut-être des bêtises, mais voilà. Moi, je suis tombé sur plusieurs articles qui disaient ça, qui disaient « Afin d'inciter les non-imposables à donner plus, afin d'encourager la philanthropie, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, donner, hein, être généreux, afin d'encourager la philanthropie, ne faudrait-il pas transformer la réduction d'impôt en crédit d'impôt, afin que même les gens qui ne payent pas d'impôt puissent bénéficier de ce remboursement de 66%, voire de 75% de leurs dons. Voilà, moi c'est ce que j'avais pu lire. Après je me trompe peut-être, tiens, il y a Léocadie qui dit qu'elle avait des sous quand elle donnait. Donc voilà, j'ai pas plus d'infos à vous donner là-dessus. J'espère que ceux qui regarderont en replay pourront en dire plus. Voilà, moi j'ai jamais donné. Moi je donne à la banque alimentaire des conserves et des pâtes au supermarché, mais j'ai jamais donné d'argent à l'UNICEF ou à je ne sais quoi. Moi. J'ai jamais eu cette éducation-là, même si dans ma famille il y a plein de gens qui donnent, hein, Handicap sans frontières, Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, Handicap International, l'UNICEF, tout ça. Ma grand-mère, elle donne à je ne sais pas combien d'associations. Vous savez, elle a les enveloppes UNICEF avec la petite étiquette pour mettre sur le timbre, le ci, le ça. Enfin, elle a plein de trucs.
Et moi voilà, je donne dans les supermarchés. Depuis peu, ça fait que 2 ans que je donne dans les supermarchés à la banque alimentaire. Avant, je ne donnais pas parce que je considérais que j'avais pas les moyens de donner en fait. Et là, maintenant que notre vie va un petit peu mieux, donc je commence à donner dans les supermarchés. Des fois, je donne aussi pour les animaux, là, la SPA, les croquettes, voilà, des trucs comme ça. Euh, mais voilà, donner de l'argent, je ne l'ai jamais fait. Voilà. Donc je ne sais pas vraiment comment, lorsque tu es non imposable, comment ça se passe. Et d'après mes recherches vont à l'inverse de ce que Léocadie du 62 dit dans le chat, donc je ne sais pas trop quoi vous dire. Lolita qui dit, il faudrait que je demande à ma maman, elle a donné à l'abbé Pierre pendant 20 ans et elle n'était pas imposable. Bah effectivement, demande à ta maman, Lolita. Taitiju qui dit, quand tu donnes, il faut se renseigner si ça donne droit à crédit d'impôt ou si c'est déductible d'impôt. Il y a différents cas. Merci beaucoup, Taitiju. Merci. Ok, donc selon peut-être l'association à laquelle tu vas donner, ça va ouvrir droit à crédit d'impôt ou ça va ouvrir droit à une déduction d'impôt. D'accord, donc c'est écrit clairement. Donc, à retenir, ce qui est vraiment sûr et certain, ça je suis sûr de ne pas me tromper, dès lors que c'est écrit crédit d'impôt, ça veut dire que tout le monde y a droit. Ceux qui sont imposables, bien évidemment, et également ceux qui sont non imposables. Voilà, si tu es non imposable, donc que tu payes 0 € d'impôt sur le revenu, et que tu as un crédit d'impôt, c'est notamment le cas pour ta nounou, pour ton jardinier, ça souvent les gens le savent, eh ben les impôts vont te faire un virement. Voilà, ils vont te faire un virement. Nous, ça a été notre cas lorsqu'on a employé notre assistante maternelle. On avait un reste à charge, on avançait les frais et on avait un reste à charge tous les mois. Et à la fin de l'année, au mois de mai, à la fin de l'année fiscale, on a déclaré aux impôts que notre nounou nous avait coûté tant d'euros sur l'année précédente, et ben les impôts nous ont remboursé la moitié. C'est 50% de crédit d'impôt pour les assistantes maternelles. De même pour les jardiniers, pour les femmes de ménage, pour les aides à domicile, pour tous les gens que tu payes en CESU, en chèque emploi-service, etc. Je crois que même les cours à domicile, le cours de soutien, etc. pour les enfants, ça aussi, je crois que ça peut ouvrir droit à crédit d'impôt selon certaines conditions. Bien évidemment, les auxiliaires de vie, tout ça. C'est 50%. Ça, je le sais. Et des fois, c'est une bonne surprise parce que tu n'y penses pas vraiment et c'est des fois rempli automatiquement, notamment pour les assistantes maternelles, c'est rempli automatiquement. Par contre, pour tout ce qui est jardinier, etc., oula, wow, pour tout ce qui est jardinier, etc., il faut faire gaffe, des fois, il faut garder la facture et envoyer la facture aux impôts pour qu'ensuite ils te remboursent la moitié de la facture, etc. Mais voilà, on va passer à une autre question. Léocadie qui dit, l'association nous envoie un coupon avec le montant à déclarer et le montant qui va être remboursé. Bon bah voilà, bon bah écoute, je pense qu'on va suivre ce que dit Léocadie et ce que dit Taitiju aussi, bien regarder si c'est écrit crédit d'impôt ou déductible d'impôt. Voilà. Et Lolita qui dit ce que je viens de voir vite fait en faisant quelques recherches rapides, c'est que les dons étant non imposables ne donnent aucun avantage. Moi aussi, c'est ce que j'ai pu voir, Lolita, effectivement. C'est ce que j'ai vu. J'ai eu les mêmes infos que toi. J'ai tapé, est-ce que lorsqu'on est non imposable, on a le droit à un crédit d'impôt? Je suis tombé exactement sur ce que tu dis, Lolita. Les dons étant non imposables, ils ne donnent à aucun avantage et ils ne donnent pas droit à crédit d'impôt. Mais Ju nous dit l'inverse, Léocadie du 62 nous dit l'inverse, donc j'ai plutôt envie de les croire, elles, parce que c'est plus positif ce qu'elles disent. Donc renseignez-vous, lorsque vous donnez une association, est-ce que ça ouvre droit à crédit d'impôt? Dans ce cas-là, allez-y, hein. Et si ça ouvre droit à une déduction d'impôt, sachez juste que vous ne serez, que votre don sera à 100% pour cette association et que le fisc ne vous remboursera pas. Si vous êtes non imposable, je le rappelle. Une autre petite question de Julia Fonseca qui a posé sa question sur YouTube. Je vous rappelle, vous pouvez vous poser vos questions sur Instagram si vous voulez du privé. Mon compte c'est Babou Fitness Bien-être. Et sur YouTube, vous allez sur n'importe quelle vidéo YouTube, même la plus vieille qui date de 10 ans, vous mettez un commentaire en mettant Babou question argent, je le verrai. Parce qu'on voit tous les commentaires, tout. Même sur des vieilles vidéos qui sont perdues. Des fois, ça vous permet d'avoir un petit peu plus de privé, de privacy, si vous voulez.
Même si en soi, pour moi, l'argent ne doit pas être quelque chose de tabou et de privé. Si vous avez envie de dire à la terre entière que vous êtes au RSA, dites-le. De même que si vous avez envie de dire à la terre entière que vous êtes millionnaire, dites-le aussi. Je veux dire, on s'en fout que tu sois au RSA ou que tu sois millionnaire. C'est chacun sa vie, chacun son bonheur, chacun son malheur, comme il dit à La Réunion. Et l'argent ne doit pas être quelque chose de tabou et de secret. Donc il y a Julia qui dit « J'ai ouvert une assurance vie et un PER juste avant la guerre en Ukraine, donc au mois de janvier. » Donc là, Julia, elle se retrouve dans quelle situation? Son assurance vie et son PER ont chuté d'environ 8% chacun. Est-ce que tu trouves que c'est normal selon toi? Ce sont certes des petits montants au départ, donc la perte n'est pas énorme. Mais du coup, j'ai peur de remettre de l'argent chaque mois dessus. C'est une très bonne question de Julia, hein, écoutez bien. Il y a beaucoup de choses dans sa question, mais c'est très intéressant. Elle nous précise également qu'elle a ouvert ses comptes, donc son assurance vie et son PER, en gestion pilotée sur Boursorama, car je n'arrivais pas à choisir sur quelle unité de compte investir. Est-ce que j'ai fait une erreur? Comment est-ce que tu choisis tes unités de compte, etc. Perso, je n'y connais absolument rien. Et quand j'essaye de me renseigner, je trouve que tout ça bien compliqué. Eh bien, Julia, j'espère que mes lives argent t'aident et t'aideront. Et n'hésite pas à regarder les précédents. Il y en a pas mal. Tu vas dans la playlist YouTube sur la chaîne Juliana et Julien. Il y en a une bonne trentaine. C'est effectivement un peu long à regarder, je suis d'accord avec toi. Mais une vitesse 1,25 ou une vitesse 1,50. Et écoute-les en fond sonore quand tu fais ton jardinage, ton ménage. Quand tu es dans la voiture, si tu as des longs trajets, que tu es à Paris et que tu as 2 heures de bouchon, t'écoutes les lives dans ton son multi-surround de ta voiture. Voilà, vraiment, c'est quelque chose que je vous invite à faire. Je vous dis pas que je vais... Enfin, c'est vraiment juste parce que je pense vous donner les conseils d'un bon père de famille. Moi, je suis pas là pour vous faire rêver, pour vous dire que vous allez être riche. Pas du tout. Moi, je suis juste là pour vous dire votre argent, il peut vous rapporter un petit peu, faites quelque chose avec. Alors, donc déjà, Julia, elle a ouvert une assurance vie et un PER. C'est très bien parce que c'est 2 produits qui sont complémentaires. On en a parlé la semaine dernière. C'était une question de Caro, je me rappelle, très bien. Donc, on avait parlé de ça. Quelle différence entre assurance vie et PER? Donc, c'est des produits complémentaires qui n'ont pas la même utilité. Donc, très bien. Je vous avais dit la semaine dernière que moi, perso, j'ai pas ouvert de PER parce que c'est pas quelque chose qui me sera utile dans mon mode de vie. Voilà. C'est pour ça que j'ai juste une assurance vie. Ensuite, elle a ouvert ça juste avant la guerre. Donc, elle a ouvert ça fin 2021. Depuis, elle a perdu 8% sur les deux. Est-ce que je trouve que c'est normal? Moi, j'ai envie de te dire, Julia, c'est très bien que tu n'aies perdu que 8%. Parce que les marchés, ils ont perdu beaucoup plus que ça. Donc, c'est très bien que tu n'aies perdu que 8%. 8%, c'est pas grand-chose. Si on part du principe que Julia, elle avait 1000 € sur son assurance vie, elle a perdu 8%, ça veut dire qu'elle a perdu 80 €. Donc elle a perdu 80 € sur ses 1000 €, c'est pas énorme. Hein. Au lieu d'avoir 1000 €, elle en a 900. Elle en a. Si elle décide de retirer son argent totalement de son assurance vie là maintenant, elle ne pourra pas retirer ses 1000 €, elle va retirer 920 €. Donc elle va perdre 80 €, elle va avoir les boules, Julia, etc. Moi, mon conseil, je l'ai dit en début de live, tu ne touches à rien. Tes 920 €, ça va remonter. Ça remontera peut-être pas cette année, ça remontera peut-être pas dans 1 an et demi, ça remontera... Et si ça se trouve, ça remontera d'ici 6 mois. Hein, voilà. 8% de perte, c'est vraiment pas beaucoup. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup plus parce qu'ils ont fait les mauvais choix. Donc toi, ça veut dire que la gestion pilotée de Boursorama, elle t'a permis d'atténuer tes pertes. Elle a permis d'absorber ce risque-là. Et donc, en soi, tu n'as perdu que 8%, franchement, c'est très bien. Et je rappelle que tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. C'est une perte virtuelle. C'est juste une perte virtuelle. Si tu ne touches pas à ton argent, ça remontera. Ça, c'est très important de le savoir. C'est virtuellement, tu as perdu de l'argent. Par contre, si tu retires physiquement ton argent, là, oui, là, tu vas perdre effectivement vraiment tes 8%. OK ? Donc, est-ce que c'est normal que ça chute? Bah oui, parce que là, la crise de l'Ukraine, les carburants, le gaz, bon, je ne vais pas vous refaire la vie. En plus, elle nous dit, Julia, c'est pas une grosse perte parce que c'est pas des gros montants qu'elle a mis au départ sur ces comptes-là. Elle a peur de remettre de l'argent tous les mois dessus. Je peux comprendre ta peur, et si tu as peur, honnêtement, ne mets pas d'argent dessus. Pour l'instant, tu gèles tes versements. Ne mets pas d'argent dessus, attends un petit peu, laisse passer l'été.
Laisse passer l'été, laisse passer, voilà, si tu veux. Ou alors tu diminues, au lieu de mettre 50 euros tous les mois, t'en mets plus que 10 ou 20, voilà, tu diminues tes versements programmés. Parce que c'est totalement normal lorsque tout chute d'avoir peur, hein, c'est totalement normal, c'est humain. Ensuite, elle nous dit qu'elle a ouvert ça en gestion pilotée sur Boursorama parce qu'elle ne savait pas quelle unité de compte choisir. Est-ce que j'ai fait une erreur? Alors, tu n'as pas fait une erreur. La gestion pilotée, ça peut être très utile pour les profils comme le tien. Tu ne sais pas quoi choisir comme unité de compte. Bon, bah, si tu n'as pas envie de choisir, tu laisses Boursorama choisir pour toi. Boursorama, c'est pas le pire choix en termes d'assurance vie. Voilà. Donc là encore, c'est pas forcément une grosse erreur, clairement. Dernière question, comment est-ce que toi tu choisis tes unités de compte? Donc bah voilà, ça je vais vous le redire très rapidement, ça dépend vraiment de ce que ton conseiller financier va te conseiller. Voilà. Il va te dire en ce moment, bah, moi je vous invite peut-être à éviter peut-être les unités de compte axées 100% sur le CAC 40 peut-être, parce que là en ce moment la bourse parisienne ne va pas au top. Voilà, peut-être miser sur les unités de compte 100% Amérique ou 100% pays émergents. Bref, c'est lui qui va te choisir, la famille Chignon. Ouais, il y avait 2 Chignons derrière, effectivement. Donc, voilà, si tu ne sais pas quelle unité de compte choisir, tu fais de la gestion pilotée et tu laisses le gestionnaire faire pour toi. Voilà, ok? Donc, et si toi, tu as envie de mettre un peu le nez là-dedans, tu demandes conseil, bien évidemment, à ton gestionnaire. Et ensuite, tu te dis, bon, alors, je vais où? Les énergies renouvelables, l'Asie, les États-Unis, le CAC 40, les PME. Y a des fonds, des fois, qui sont 100% Allemagne, ça existe. Il y a des fonds qui sont 100% Japon. Il y a des fonds qui sont 100% santé. Bref, voilà. Et si vous ne comprenez pas ce que c'est que les unités de compte, c'est quoi pour vous unités de compte font, c'est très simple et très basique. Une assurance vie, c'est quoi? C'est une enveloppe dans laquelle vous allez investir votre argent. Cette enveloppe, vous pouvez choisir de mettre votre argent sur ce qu'on appelle le fonds de garantie en euros, qui ne rapporte rien, qui rapporte 1,5% par an. Donc, c'est un genre de livret A amélioré. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les unités de compte. Il y en a qui appellent ça aussi des fonds. Voilà, bon. Mais souvent, c'est les unités de compte. Et les unités de compte, c'est quoi? C'est des placements un peu plus risqués. Et vous allez, quand tu fais de la gestion pilotée, tu ne choisis rien. C'est ton gestionnaire d'assurance vie. Donc là, Julia, c'est Boursorama qu'elle a choisi, qui va choisir à ta place, qui va dire, bon, voilà, Julia nous a donné 2000 euros. On va en mettre un petit peu sur son fonds de garantie en euros. Et puis, on va en mettre un petit peu aux États-Unis, un petit peu si ça. Eux, ils gèrent. Et toi, ensuite, tu as un rendement. Voilà, ils prennent des frais, etc. Mais ensuite, tu as un rendement qui va être aux alentours de 3-4%. Et ensuite, si toi, tu veux faire de la gestion libre, c'est toi-même qui vas choisir, qui va dire, alors là, je vais décider de mettre 20% de mon patrimoine sur les États-Unis, 20% sur le CAC 40, 20% sur les retraités, le senior, le troisième âge, 40% sur les énergies renouvelables, soyons fous, et 10% sur les PME. Je dis n'importe quoi, vous faites ce que vous voulez. Voilà, et tu vas répartir comme ça. Et puis, ensuite, tu vas laisser faire, c'est du long terme. Il y a Aksubu qui dit justement, acheter un petit peu tous les mois. Elle dit, c'est intéressant ce qu'elle dit Aksubu, elle dit acheter un petit peu tous les mois. Effectivement, c'est encore plus que de l'épargne. Lorsqu'on va placer de l'argent sur une assurance vie ou en bourse, c'est vraiment, c'est un achat qu'on fait. On va épargner, certes, mais on va acheter des parts d'unités de compte. Voilà, on va épargner, investir. Donc, effectivement, le verbe acheter, Aksubu, tu as raison de l'utiliser. Le fait d'acheter un petit peu tous les mois, ça permet de lisser le risque. Et que là, certes, nous sommes dans une période où ça va moins bien qu'en sortie de Covid, c'est normal. Donc, si vraiment tu as peur, tu peux diminuer tes versements. De là, les arrêter totalement, je ne suis pas forcément sûr que ça soit une bonne idée, mais tu peux les diminuer. Voilà. Alors, il y a Caro qui dit Vous ressortez? Il y a Caro qui dit le CAC 40, c'est pas diversifié. Non, il ne faut pas tout mettre sur le CAC 40, Caro, effectivement. CAC 40, c'est les 40 plus grandes entreprises de la bourse parisienne, là.
Euh, mais voilà, pour une bonne diversification, il faut mettre un petit peu d'unités de compte en France, en Europe, dans les PME, aux États-Unis, blablabla, etc. etc. J'espère vous avoir appris des choses aujourd'hui, les amis. On a fait le tour de la plupart des questions. Je ne vais pas en relancer une autre parce que là, celles qui me restent sont un peu plus longues et compliquées. Mais voilà, si vous avez d'autres questions argent, bien évidemment, vous me les posez. On est encore ensemble, je vous le rappelle, pendant 2 semaines. Et puis après, juillet-août, c'est pause, stop. Voilà. Hein, je vous le redis, les lives argent, les lives du mardi et du jeudi, en juillet-août, ça sera la pause. Hein. Donc notre dernier rendez-vous, ça sera le jeudi 30 juin. Voilà. Donc là, il nous reste 2 jeudis et un mardi. Donc vraiment, si vous avez des questions argent, il n'en reste que un. Le mardi prochain, mardi 28. Donc n'hésitez pas, et j'espère vous avoir appris des choses. Encore une fois, n'oubliez pas votre argent. Ne le mettez pas à 100% sur votre livret A. Vous le mettez sur votre livret A ou votre LEP, uniquement l'argent dont vous avez besoin pour votre petite poire de la soif, poche de sécurité. Voilà, mais je ne suis pas persuadé que vous avez besoin d'avoir des 1000 et des 100 dans votre poche pour la soif. Votre argent peut aussi faire un petit peu plus de petit. Donc, regardez les lives argent. J'ai fait un live sur la bourse notamment, les bases de la bourse pour débuter en bourse, etc. Si ça vous intéresse, c'est vraiment les bases de base de base de base. Hein. C'est quoi une action, c'est comment acheter une action, comment vendre. Je crois que j'avais parlé de c'est quoi les dividendes, c'est quoi être un actionnaire. J'avais parlé du CAC 40, c'est quoi le CAC 40, etc. Voilà, donc l'assurance vie, j'en ai parlé, je pense, plus de 15 ou 20 fois. Des fois, je vous redis les mêmes choses, mais avec des mots différents. Et c'est bien parce que des fois, ça permet de dire attends, j'avais pas compris ce concept-là. Mais là, j'ai compris. Donc vraiment, n'hésitez pas à parcourir la playlist argent. Vraiment. Elle est sur la chaîne YouTube Juliana et Julien pour tous les replays. Si vous êtes abonné à Twitch, vous avez là accès à pas mal de replays aussi. Hein, mais si vous voulez des replays qui sont plus de 2 mois en arrière, faut aller sur la chaîne YouTube Juliana et Julien. Et vous avez la playlist argent. Et dans la playlist argent aussi, j'ai mis les revues d'actu. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis certaines revues d'actu aussi sur YouTube parce que je trouvais ça intéressant. J'ai mis la revue d'actu sur la campagne aussi. Ce soir, il va y avoir la revue d'actu où on avait parlé des manifestations. Est-ce qu'il y a trop de manifestations en France? Rappelez-vous, si vous vous rappelez de ce live-là. Donc n'hésitez pas aussi à faire tourner les replays YouTube parce que ça fait des vues. Voilà. Si votre ordinateur est allumé, parce que vous êtes en télétravail, etc., ben, vous n'hésitez pas, vous ouvrez la chaîne Juliana et Julien, la chaîne JuBaby, vous faites tourner les vidéos, vous coupez le son, vous mettez vitesse x2, nous ça nous fait des vues, ça nous fait tourner de la pub, et vous ça vous coûte rien parce que votre ordinateur, quoi qu'il en soit, il est allumé. Bien évidemment, bon, faut pas que ça fasse ralentir votre PC, mais si votre PC est puissant et compétitif et que vous êtes tout le dessus toute la journée, bah, ouvrez nos vidéos, faites-les tourner, ça fait des vues, ça nous aide beaucoup. Je fais pas de la mendicité là, mais je vous dis juste petite astuce que certains membres de ma famille et certains potes à moi font. Et ça fait toujours plaisir, voilà. Ils ont l'ordi tout allumé toute la journée, et ben ils ont les JuJuBaby qui sont allumés toute la journée. Ça fait tourner de la pub et ça fait rentrer quelques centimes. Y a Ju qui dit il faut déjà que je me motive à ouvrir l'assurance vie maintenant que tout est sur les LEP. Mais déjà, c'est bien que tu aies un LEP. Hein. Lolita, c'est pareil. Si tu as un LEP, un livret d'épargne populaire, déjà, c'est bien. Vous avez fait ça. Voilà, vous avez passé un cap. Il faut vraiment prendre conscience qu'il y a des gens, ils en sont toujours au stade où ils ont 5000 euros sur leur compte courant. Déjà, ces gens-là, tu vois, c'est pas normal. Ensuite, ils vont se dire, bon, tiens, je vais aller, je mets sur le... Il y a des gens qui pensent que le livret A, c'est quelque chose de risqué. Alors que non, hein. Vous, déjà, vous avez ouvert le LEP, qui n'est pas du tout risqué, hein, mais qui rapporte 2 fois plus que le livret A. Il est à 2,2% net. C'est vraiment top, le livret A. Hein, plafond 7700 euros. Donc, ça peut être limité. Et ensuite, assurance vie, bah, voilà, si vous êtes encore frileux, bah, regardez ça, regardez les autres replays, etc., etc. Et continuez à poser des questions. Moi, ça me dérange pas de répéter des fois des trucs, ok? Franchement. Hein. Ça va faire bizarre, 2 mois sans live, nous dit Lolita. Caro qui dit c'est les vacances, ça va manquer les lives argent.
C'était top, nous dit Laura. Merci Daddy qui a trouvé ça cool, merci beaucoup. Il y a Caro qui dit, parce que Caro elle est spécialiste en bourse, elle dit le CAC 40 c'est pas du diversifié. Eurostock 600 à la rigueur. Eurostock 600 c'est effectivement les 600 plus grandes valeurs européennes de l'Europe, l'Europe Stock 600 là. Effectivement là tu vas être très diversifié parce que tu vas investir dans les 600 plus grandes entreprises. Mais le CAC 40 aussi peut quand même être source de diversification, Caro, parce que tu as quand même 40 entreprises. Mais si Caro, tu es spécialiste, tu es plus spécialiste que moi, je pense. Parce que moi, la bourse, je suis encore un peu limite au niveau de mes connaissances. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, les lives ne s'arrêteront pas l'été. C'est juste que les rendez-vous habituels du mardi argent, mercredi salsa et jeudi revue d'actu n'auront pas lieu. Par contre, avec Bibou, on fera des lives cet été. On en fera probablement un par semaine et ce sera des lives très chill. On passera nos soirs avec vous. On va jouer ensemble. On va peut-être redanser ensemble sur du Just Dance. On va refaire des lives FAQ, questions du jour, sexualité, parce que ça fait très longtemps qu'on l'a pas fait. En plus, on a des questions qu'on note, mais qu'on ne traite pas. Donc voilà, pendant 2 mois l'été, ça va être la parenthèse, où on reviendra une fois par semaine, des fois peut-être 2, si on se motive, qu'on trouve du temps. Voilà. Y a peut-être un truc qu'on essaiera de faire, c'est... on verra. J'allais dire la danse ou le karaoké, je ne sais pas, mais la danse, on l'avait déjà fait. Mais voilà, il y aura des trucs comme ça qu'on va faire et que ça sera cet été. Ok. Ça sera chill le soir, ça sera tranquille. Sexualité de temps en temps, mais pas tout le temps, bien évidemment. Et on espère que vous serez là. Ok. J'ai pas de jour à vous donner pour cet été. On ne sait pas si ça sera un jour fixe ou pas. Sachez juste que vous serez tenu au courant dans les vlogs Juju Baby. Les vlogs sur Juju Baby ne s'arrêtent jamais. Il y en a 4 par semaine. Peut-être même que cet été, on repassera à 5. Je ne sais pas comment je vais m'organiser au niveau des montages. Mais vous serez informés de ce qui va se passer sur les lives. Moi, je vous fais des gros bisous. Karaoké, ça serait top. Nous dit Daddy. Peut-être, hein. Y a des trucs qui peuvent être cool à faire. Et voilà, juste pour rigoler, pour s'amuser. Chacun chez soi, mais dans une bonne ambiance. Voilà, on verra. Ouais, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bon après-midi à tous. Il est 15h26. C'est la fin. J'espère que vous avez kiffé. Moi, je vous dis, pour moi tout seul, rendez-vous jeudi, dans 2 jours, à 14h. Revue d'actu. Et demain soir, salsa avec Bibou. Ok? Gros bisous. Ciao!